On parle beaucoup des tensions au Moyen-Orient, des frappes, des contre-frappes, mais si tout ça n'était que la partie visible d'un plan bien plus vaste. Un plan méticuleux, orchestré dans l'ombre par un seul homme. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur le stratège qui est en train de redessiner la carte du conflit. Alors la question qu'on doit se poser, c'est qui est vraiment aux commandes? Parce que non, rien de ce qui se passe n'est dû au hasard. C'est l'aboutissement d'une stratégie, et son architecte, il vient tout juste de se révéler au grand jour. Et cette phrase, elle dit tout. Pendant des années, on a regardé les présidents, les ministres iraniens. Mais en coulisses, quelqu'un d'autre écrivait la partition. Et aujourd'hui, cette partition est jouée sur la scène mondiale. C'est la doctrine d'un homme qui a préféré l'ombre à la lumière jusqu'à maintenant. Alors, l'homme de l'ombre, démasquons Mohsen Rezaï. Son nom, c'est Mohsen Rezaï. Et attention, ce n'est pas juste un général parmi d'autres, non, on parle de l'ingénieur en chef de l'armée iranienne moderne, le cerveau de ce qu'on appelle maintenant la phase finale. D'ailleurs, sa nomination récente comme conseiller militaire du guide suprême, le message étant le plus clair, fini de discuter, on passe aux choses sérieuses. Et quel parcours! Imaginez, il est nommé commandant à seulement 27 ans. 27 ans. Il a survécu à 2 tentatives d'assassinat, c'est une figure incontournable du régime depuis le début. Et le plus parlant, c'est peut-être ça. C'est lui qui a été l'architecte de la formation du Hezbollah. Ça vous montre à quel point il maîtrise la guerre asymétrique, bien avant que tout le monde se mette à en parler. Donc ce qu'on voit se dérouler sous nos yeux, ce n'est pas une improvisation. C'est le point final d'une stratégie qui a été pensée sur 45 ans. Le but a toujours été le même, limpide, chasser les Américains de la région. Et Rezaï, il est là, à la table des architectes, depuis le premier jour. Et pour bien comprendre comment il pense, il faut parler de guerre asymétrique. En gros, c'est la stratégie du faible contre le fort. Le but de Rezaï, ce n'est pas de couler un porte-avions américain, ce serait suicidaire. Non, son idée, c'est de rendre la présence américaine tellement chère, tellement dangereuse, que Washington finisse par se dire ça n'en vaut plus la peine. Il veut les user jusqu'à ce qu'ils partent d'eux-mêmes. Et ce plan, il repose sur 3 piliers. C'est assez simple en fait. Premier pilier, faire en sorte que chaque base américaine devienne un problème, une cible. Ça met une pression énorme sur les pays du Golfe qui les hébergent. Deuxième pilier, le point d'étranglement économique, le fameux détroit d'Ormuz. On y reviendra. Et le troisième, c'est une guerre d'usure. Le pari, c'est que l'Iran a plus de résilience, plus de volonté de se battre que l'Occident. Écoutez bien ce qu'il a dit. Si nous ne mettons pas l'Amérique à genoux dans cette guerre, le peuple pourra nous le reprocher. Ça en dit non sur l'enjeu. Ce n'est pas juste une bataille, c'est un test pour le régime tout entier. Il joue sa crédibilité, son héritage. Pour lui, l'échec est tout simplement inenvisageable. Et ça nous amène au cœur du sujet, le prix de la paix, ou plutôt les conditions de l'Iran pour que ça s'arrête. Et attention, on ne parle pas de négociations à la petite semaine, non, c'est un véritable ultimatum. Tout tient en 2 points, seulement 2. Mais ces 2 conditions, si elles sont acceptées, pourraient changer radicalement la face du Moyen-Orient pour les décennies à venir. Alors la première condition, c'est une réparation financière. Les États-Unis devraient payer pour tous les dommages infligés à l'Iran. Bon, mais c'est la deuxième qui est explosif. L'Iran exige le retrait total de toutes les bases militaires américaines dans le Golfe. Et pour être sûr que ça tienne, il veut que la Russie et la Chine soient les garants du nouvel accord de sécurité. Ce n'est pas une demande, c'est une tentative de renverser complètement l'échiquier. Forcément, un ultimatum comme celui-là, ça ne concerne pas que l'Iran et les États-Unis, c'est une onde de choc qui se propage partout, sur les marchés pétroliers bien sûr, mais surtout dans les capitales du Golfe qui se retrouvent littéralement prises entre le marteau et l'enclume. Du côté de Téhéran, on joue la carte de la confiance. Le message officiel, c'est « l'Iran a utilisé moins de 5% de sa capacité militaire réelle ». C'est de la communication de guerre, évidemment. L'idée, c'est de faire peur, de faire douter l'adversaire en laissant planer la menace d'une force de frappe bien plus grande. Mais du côté des analystes occidentaux, le son de cloche est très différent. Eux, ils disent que oui, la capacité de riposte iranienne a surpris, mais que leur stock de missiles, de drones, tout ça, ce n'est pas infini. Donc la vraie question, c'est qui va craquer le premier dans cette guerre d'usure? Et c'est là qu'intervient l'arme économique numéro 1 de l'Iran, le détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que 20% du pétrole mondial passe par là. C'est le goulot d'étranglement de l'économie mondiale. Si l'Iran ne serait-ce que menace de le fermer, les prix de l'essence à la pompe s'envolent partout. C'est un moyen de pression absolument colossal. Et ça nous ramène aux pays du Golfe. Pour eux, c'est un piège parfait. D'un côté, les bases américaines sur leur sol transforment leur ville en cible potentielle en cas de guerre. De l'autre, s'ils demandent aux Américains de partir, ils perdent leur protection et se retrouvent seuls face à l'Iran. Dans les 2 cas, ils sont perdants. C'est un dilemme quasi impossible à résoudre. Et dans ce bras de fer autour du détroit, il y a un point névralgique, l'île de Kark. C'est vital pour les exportations de pétrole iranien, mais c'est aussi leur talon d'Achille.
Si les États-Unis prenaient le contrôle de cette île, ils pourraient non seulement sécuriser le détroit, mais aussi avoir une base avancée pour d'autres actions. C'est donc un enjeu critique pour les deux camps. On arrive donc vraiment à un carrefour. Les décisions qui vont être prises maintenant ne vont pas juste décider du vainqueur de cette confrontation. Non, elles vont potentiellement redéfinir toute la géopolitique de la région pour les 50 prochaines années. Il y a deux chemins possibles, et ils sont radicalement opposés. Le premier chemin, c'est une guerre longue, une guerre d'usure, coûteuse, qui s'enlise et où l'instabilité ne fait que grandir. L'autre chemin, c'est ce qui paraissait impossible il y a encore quelques mois. Les États-Unis plient bagages, acceptent les conditions, et on voit émerger un nouvel ordre régional avec la Russie et la Chine comme nouveaux gendarmes. Les enjeux sont tout simplement gigantesques. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question finale, une question vertigineuse posée par l'ultimatum de l'Iran. Est-ce que le prix à payer pour la paix, c'est un monde où l'Amérique n'est plus présente au Moyen-Orient ? C'est une question qui pourrait bien définir notre siècle.